Photo de classe signée Mika Alési. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Et avant de revenir sur cette deuxième vague de rentrée scolaire, le prince souverain a annoncé aujourd'hui par un communiqué le changement de ministre d'État à la rentrée prochaine. Serge Autel laissera son fauteuil à Pierre Dartout. Frédéric Laurent, historien, journaliste, viendra nous décrypter ce moment de vie politique ici en Principauté. Les classes à enjeu, les 6e et les 3e ont donc repris contact, vous l'avez remarqué, avec un univers délaissé depuis de très longues semaines maintenant. On ira voir comment nos jeunes collégiens ont donc appréhendé cette deuxième rentrée. Et puis, l'informatique, la sécurité, la confidentialité au cœur de bien de nos préoccupations, notamment en entreprise. Après ces 2 mois de crise, de virus en tout genre et un retour aujourd'hui progressif à la normale. Thierry Leray du groupe Télis nous rejoindra d'ici 10 minutes maintenant. Et sans plus tarder, avec vous Sandrine Nègre, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et on va revenir Sandrine avec vous sur l'information majeure de ce lundi et le changement à la tête du gouvernement. Ce que l'on peut retenir finalement ce soir des mots employés dans le communiqué du Palais Princier. Oui Christophe, dès les premières lignes de ce communiqué, une date est indiquée, celle du 31 août 2020, date à laquelle Serge Autel quittera ses fonctions. Un peu plus bas, autre repère temporel, celui du 1er septembre 2020, qui sera marqué par la prise de fonction du futur ministre d'État. Le souverain a choisi Pierre Dartout, actuel préfet de la région PACA. Autre point important, Sandrine. Ce communiqué souligne aussi qu'aujourd'hui, la mission de Serge Autel n'est pas terminée. Je cite, « Elle se poursuit dans la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques ». Rappelons, et nous en avions parlé sur Monaco Info, que cette crise a eu des impacts sur le budget rectificatif de l'État pour 2020 et le travail qui sera mené par Serge Autel jusqu'à la fin de l'été concernera notamment les conséquences économiques de cette crise sur le futur budget primitif 2021 de l'État, budget qui sera donc largement étudié par le futur ministre d'État et le Conseil national. Les autres informations de ce lundi soir. Eh bien, partons du côté de l'Automobile Club de Monaco, car ce mois de mai aurait dû être marqué par le Grand Prix de Formule 1 notamment. Sachez, et vous le constatez en ce moment même sur votre écran, l'installation de certaines tribunes avait débuté avant le confinement. Le démontage de ces structures a commencé. Il devrait s'achever en fin de semaine autour d'une logistique bien précise et bien connue des équipes de l'Automobile Club de Monaco, l'ACM qui travaille actuellement sur le e-rallye Monte-Carlo prévu normalement fin octobre. Parlons à présent, Sandrine, de l'activité du centre hospitalier Princesse Grace. Oui, consultation, hospitalisation ou intervention chirurgicale, le centre hospitalier Princesse Grace a retrouvé peu à peu une activité presque habituelle. Les services de l'établissement retrouvent progressivement leur quotidien classique, si je puis dire. Mais vous l'imaginez, avec un pur respect des règles sanitaires liées à la lutte contre la propagation du Covid-19. Avis aux patients qui auraient prochainement des rendez-vous au sein de l'établissement. N'oubliez pas votre masque et n'arrivez pas trop tôt. Évitez, si possible, les accompagnants. Concernant les interventions chirurgicales, chaque cas est étudié par le chirurgien et l'anesthésiste. Restons dans le domaine sanitaire. Oui, avec ces tests sérologiques qui débutent demain, mardi, pour les monégasques et les résidents. À l'espace Léo Ferré pour les personnes dont le nom d'usage commence par la lettre A, au Grimaldi Forum pour les personnes dont le nom d'usage commence par la lettre B. Pour faciliter le déplacement des familles, les enfants pourront par exemple s'y rendre avec l'un des parents qui porte le même nom. Pensez à votre masque. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de récupérer dans votre boîte aux lettres la convocation qui rassemble des renseignements précieux. Mais attention, elle ne précise pas un horaire de rendez-vous en particulier. Les tests ont lieu selon des horaires en continu de 8h à 18h. Avis bien sûr aux monégasques et résidents dont les noms ne commencent ni par la lettre A ni par la lettre B. Votre tour viendra très vite. Nous avons d'ailleurs lancé un sondage sur le réseau Malizia. Près de 190 personnes ont répondu être volontaires pour se faire tester et seulement 6 ont répondu non. Dernier rappel, Christophe, important, cela concerne pour le moment les monégasques et les résidents. Les salariés seront, eux, testés dans un second temps. Merci beaucoup Sandrine, on vous retrouve tout à l'heure pour les infos pratiques. Alors justement, on va se rendre sans plus tarder sur l'un des 2 lieux dédiés à cette campagne de test, le Grimaldi Forum par exemple, où nous attend ce soir Vanessa Dessy à la veille de cette grande consultation d'envergure.
Ce lundi, les équipes se préparent à accueillir la population dès demain matin. Nous allons justement voir comment cette organisation se met en place. Suivez-moi. Peut-on connaître finalement le protocole exact ? Alors, nous attendons la population à partir de demain mardi 8h sur site. Les personnes seront déjà invitées à confirmer qu'elles sont bien résidentes et que leur nom de famille commence bien par la bonne lettre. Puis, une fois arrivées à l'intérieur de l'espace, elles seront dispatchées par des hôtesses qui seront sur site, qui auront pour mission de surveiller les espaces disponibles au niveau des différentes équipes de dépistage. Alors, si la personne est négative, il faut qu'elle attende d'abord 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, le test est négatif. L'infirmière référente qui est sur site lui dira « Écoutez, votre résultat est négatif, vous pouvez partir ». Si le résultat est positif, l'infirmière oriente la personne vers le médecin référent qui sera sur site tous les jours de 8h à 18h et qui expliquera qu'est-ce que ça veut dire un résultat positif et qui pourra prescrire un protocole complémentaire à la personne. La force publique s'est engagée à installer donc l'ensemble avec l'appui des services techniques de chaque établissement. Donc ici le Grimali Forum avec l'équipe de Madame Sylvie Biancheri et avec les équipes de la mairie pour le Léo Ferré. Les sapeurs-pompiers et les carabiniers du Prince donc, participeront en tant que piqueurs, c'est-à-dire en tant que testeurs, puisqu'on leur a donné, comme les secouristes de la Croix-Rouge, la possibilité de tester en fait, les personnes. Merci colonel. Vous l'avez entendu, les Monégasques et les résidents sont donc invités à se présenter par ordre chronologique, attention, et munis bien sûr d'une pièce d'identité. Merci Vanessa. On commencera donc demain, on vous le rappelle, hein, c'est bien clair, par les familles dont le nom débute par A et par B. Et surtout, n'oubliez pas vos masques et vos propres stylos. On revient maintenant sur l'événement d'importance. Aujourd'hui, dans la vie de la principauté, le changement de chef du gouvernement. Comment est nommé un ministre d'État? Quel est son rôle aujourd'hui? L'historien Frédéric Laurent nous donne sa vision ce soir sur Monaco Info. Entretien signé Émilie Rousseau. Bonsoir Frédéric Laurent. Bonsoir. Serge Autel va quitter la tête du gouvernement. Est-ce que c'est une nouvelle surprenante? Ça ne me surprend pas. Je pense que s'il était encore là, c'était aussi à cause de la crise et que bon, il ne pouvait pas partir au milieu de la crise, évidemment. Serge Autel a eu de nombreux dossiers en charge et puis les dernières semaines, vous l'avez dit, ont été déterminantes selon vous. C'est vrai que ministre d'État, c'est pas une sinécure, c'est un gros travail, surtout aujourd'hui. C'est vrai que la principauté avait acquis une importance économique, politique, etc., ce qui faisait que le ministre d'État avait un énorme travail. Donc je pense que, et puis ces dernières années, beaucoup de choses ont été, comment dirais-je, innovées, et je pense qu'effectivement, ministre d'État, 5 ans, c'est le maximum hein, aujourd'hui. Voilà, parce que Serge Autel a pris ses fonctions le 1er février 2016. Oui, ben, et si j'ai bien compris, il partira au mois de septembre, donc il fera presque 5 ans, il aura pris 4 ans et demi. Puis, je crois savoir qu'il a eu 65 ans, qui est dans le cadre même des hauts fonctionnaires français, l'âge de la retraite d'une certaine manière. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Après, je pense que les 3 derniers mois ont été très difficiles. Ils ont été très difficiles dans le monde entier, et évidemment à Monaco aussi. Donc, je pense que c'est un poids important. Hein, et je pense que son successeur, ça ne va pas être non plus une sinécure pour lui, parce que je pense que les prochains mois et les prochaines années vont être difficiles, beaucoup plus difficiles que précédemment encore. Frédéric Laurent, qui sont ces hommes d'État français qui prennent ce poste de ministre d'État? Comment se fait justement le choix d'un ministre d'État à Monaco? Jusqu'à il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire quand la principauté était encore sous l'ancien traité franco-monégasque qui était celui de 1918, le ministre d'État était choisi par le prince sur une liste qui était proposée par le gouvernement français. Le gouvernement français proposait 3 noms et le prince choisissait. Alors vous dites mais du coup maintenant ça a changé ces dernières années? Les choses ont changé. Alors, je vais quand même une précision. C'est vrai qu'il y avait 3 noms, mais
je pense que toujours les choses ont été concertées. Parce que s'il y avait 3 noms qui étaient proposés, quand on connaissait le prince Régnier, je pense que si quelqu'un, si aucun des 3 noms ne lui plaisait, je pense qu'il aurait refusé de choisir. Donc je pense que quand même, il y avait toujours une concertation. Aujourd'hui, cette concertation perdure et je dirais qu'elle est vraiment au cœur du choix, puisque c'est le prince qui choisit son ministre d'État, mais ce choix doit être fait en concertation avec la France et il faut que ce choix ait la confiance des 2 parties. Donc, la France a la faculté de refuser le choix du prince. Donc la France a un droit de regard sur le choix du prince. Si la principauté était une île entre la Corse et la France, je pense qu'elle pourrait avoir l'ensemble des attributs de la souveraineté. Ce n'est pas le cas. Le fait que la principauté soit insérée au cœur de la France faisait que, et en particulier qu'il y ait une continuité territoriale entre Monaco et la France, puisque vous traversez la rue, vous êtes en France, et vous la retraversez, vous êtes à Monaco. Il y a maintenant presque une trentaine d'années, au sein des accords européens, Schengen a ouvert les frontières. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend le cas de la France et de l'Italie, il y a une sorte de continuité territoriale entre la France et l'Italie, sauf aujourd'hui parce qu'il y a le problème du Covid, mais s'il n'y a pas ce souci-là, la tradition, c'est qu'aujourd'hui, on passe d'un pays à l'autre sans problème. Sans que pour autant, la souveraineté française ou la souveraineté italienne soit altérée. Donc, à partir de ce moment-là, ça a permis à la principauté de retrouver sa souveraineté. Serge Tell devrait quitter ses fonctions au mois de septembre. Qu'est-ce que l'on retiendra de ces 4 années de mandat? Il s'est quand même passé beaucoup de choses durant ces 4 années. Il y a eu des tas d'éléments de modernisation du fonctionnement administratif de la principauté. L'exécutif n'est pas un exécutif traditionnel des monarchies parlementaires. C'est le prince qui nomme les ministres et qui nomme son ministre. Ce n'est pas le cas dans les monarchies parlementaires. Donc voilà, il y a ces spécificités qui font que le fonctionnement politique de la principauté est toujours assez complexe. Le plan logement était un des grands dossiers. On peut parler du numérique aussi? Le logement, c'est récurrent parce que c'est, je crois, le problème de tous les ministres d'État depuis maintenant une vingtaine d'années. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où les choses sont plus aiguës. Effectivement, la transition numérique a été quelque chose de très très important. Mon sentiment, c'est pas complètement fini. Donc, c'est vrai que c'était des dossiers difficiles, lourds. Et le contexte économique n'était pas trop mauvais, mais il est toujours lié à l'instabilité économique mondiale. Peut-être que d'ici la fin de l'été, on aura une meilleure visibilité de ce qui va se passer. Mais c'est vrai que là, en l'espace de 3 mois, je dirais que le modèle économique de la principauté en a pris un coup, parce que c'est vrai qu'il va falloir revoir un certain nombre de choses. Et je ne pense pas au tourisme. Bon, le tourisme, c'est une chose importante à Monaco, mais ce n'est pas une chose essentielle. La principauté est le seul pays qui double sa population dans la journée dans le monde. Donc l'économie du grand voisin, s'il a des problèmes, ça va répercuter sur l'économie de la principauté. Et puis l'économie mondiale, parce que la principauté est évidemment aujourd'hui insérée dans des échanges mondialisés. Là, il va falloir avoir beaucoup d'astuces pour voir comment pour redémarrer la machine, on va dire. Une situation qui est difficile pour le monde entier. Donc celui qui arrive va avoir de gros problèmes à régler. Merci beaucoup, Frédéric Laurent, d'avoir été avec nous. Merci. Merci encore à tous les deux. Et l'autre événement de cette journée, on l'a vu tout à l'heure en photo, c'est cette deuxième rentrée scolaire, cette fois pour les collégiens. Et Christinda Thomel s'en est allée à leur rencontre ce matin.
Le fait de revoir des gens, ça fait du bien. Et puis même retourner en cours, je pense que c'est bien. Le fait de rester trop à la maison, c'était devenu trop lourd. Je suis plutôt contente parce qu'à la maison, c'était bien. Mais quand même, j'aime bien sortir, voir quand même les copains en vrai et tout ça. C'est bien parce qu'on revoit les copains, mais après il y a les cours, du coup c'est moins bien. Les enfants jouent particulièrement bien le jeu et on a été très étonnés de la qualité de cette distanciation tout au long de la journée. Est-ce que tes parents étaient pour ou contre le fait que tu retournes à l'école? Ils étaient pour parce que si on nous fait rentrer, ça veut dire que le gouvernement a pris les précautions pour pouvoir nous faire rentrer. Ils ne voulaient plus que je fasse les devoirs à la maison. Ils en avaient marre de jouer à la maîtresse? Oui. Est-ce que ça fait bizarre d'avoir tout cet attirail? Oui, parce que c'est un peu gênant, ça tient chaud. Et pour parler, c'est un peu bizarre. Réaction recueillie par Christinda Tomel devant le collège Charles III. Et dans Monaco Info, ce soir dans votre journal, on va parler informatique et liberté avec le grand patron, le directeur général de Télis qui nous rejoint à l'instant même. Bonsoir à vous Thierry Loret. Bonsoir. C'est très important de faire un point avec vous, quand même très important de revenir sur 2 mois de crise parce que l'informatique est au cœur de toutes nos préoccupations aujourd'hui, outils de travail, outils de détente, outils de loisirs aussi. Mais vous, ce sont les entreprises qui vous concernent le plus. Comment s'est passée finalement cette période de confinement ? Alors je dirais il y a eu plusieurs étapes. On a été dans un premier temps, un petit peu comme tout le monde, obligés nous aussi de nous mettre dans une position de gestion de crise. Donc nous avons déroulé notre feuille de route et puis ensuite notre préoccupation a été bien évidemment d'accompagner nos clients pendant cette crise à cette mise en travail à distance qui était nécessaire. Voilà. Ça n'a pas dû être simple pour vous et vos clients? Pour nous, il y a 2 aspects. Créer des réseaux de communication et des réseaux informatiques, on le fait depuis une vingtaine d'années, on fait nos 20 ans cette année, mais on a la chance d'avoir une filiale qui s'appelle Actis, qu'on a créée après les attentats du 11 septembre, qui est spécialisée dans la gestion de crise. Donc en fait, chaque année, on fait énormément de tests, on a plus de 140 tests à notre actif, de types de crise où on est amené avec, je dirais, la même rapidité que ce que nous avons vécu il y a 2 mois, à positionner les personnes de l'entreprise en télétravail ou en travail à distance. Vous dites travail à distance aussi, parce que finalement c'est là le nerf de la guerre, de cette guerre contre le coronavirus, c'était de déplacer des gens et de travailler à la maison. On a les télétravailleurs qui ont été préparés, qui sont encadrés par des textes de loi. Et ça fonctionne depuis que le télétravail existe en Principauté de Monaco. Et là, on a eu dans l'urgence à déployer des gens en travail à distance qui n'étaient pas forcément préparés ou équipés pour le faire. C'était tout l'enjeu. Le problème, c'est la confidentialité, évidemment. On pense par exemple au premier secteur touché, peut-être, ce sont les banques, par exemple, parce que là, il y a du cryptage, il faut faire attention à tout. Mais on a 3 catégories d'entreprises. Celles qui se préparent toute l'année, ce qu'on appelle dans le cadre de plans de reprise d'activité, plans de continuité d'activité, qui font des tests pour ça. Pour eux, ça a été simplement dérouler une feuille de route. Ensuite, on a une population qui était moyennement préparée. On pense être préparé, et puis finalement, on s'aperçoit que la sécurité n'y est pas forcément. Donc là, nous sommes intervenus pour compléter le dispositif. Et puis la 3e catégorie, où on déploie dans l'urgence des outils du marché rapide. Et là, c'est un petit peu plus compliqué pour cette population-là. Évidemment, toujours se méfier du piratage informatique et de ces fameuses cyberattaques qui peuvent tout toucher. Oui, on a pu lire dans la presse qu'effectivement, les actes de piratage sont bien plus importants dans ces périodes-là où on sait que des personnes qui ont des mots de passe et des accès importants dans l'entreprise travaillent chez elles. Vous parlez de vitesse. C'est un petit peu plus vulnérable. Bien sûr, Thierry Loret. Vous parlez finalement d'une coupure de 2 mois, parce qu'il y a eu une coupure de 2 mois pour tout le monde, mais on s'est presque habitué, il y a une sorte de vitesse de croisière qui s'est mise en place. Ouais. On a 3 étapes en fait dans ce qu'on vient de vivre. Il y a eu la notion d'urgence. On l'a tous vécu. Ensuite, il y a eu cette phase de croisière où finalement on s'est adapté. Et puis finalement, ça a très bien fait le job. Encore une fois, j'ai une pensée pour ceux qui n'ont pas pu. Je pense aux restaurants, je pense à pas mal d'entreprises qui n'ont pas pu continuer leurs activités. Mais dans les métiers de l'informatique, on a eu cette chance de pouvoir être dans un espèce de fonctionnement de croisière. Et puis, on a surtout préparé la sortie de crise. C'est-à-dire, on a profité de cette notion de situation qu'on peut appeler de croisière pour tout de suite redémarrer les activités, aider nos entreprises et nos clients à redémarrer leurs activités. C'est important de le savoir. Pendant cette crise, une dernière fois, pour revenir sur ces 2 mois quand même de confinement, vous avez aidé aussi en Principauté. On a parlé de tablettes, par exemple, tablettes numériques avec une liaison que vous avez toujours, en tout cas, avec le CHPG.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les clients les plus prestigieux de la principauté. Donc, la Société des Vins de Mer nous a demandé aussi de les aider sur certains points. Et bien sûr, le CHPG, où on a eu avec grand plaisir, on a fourni une cinquantaine d'iPads pour permettre une meilleure communication, vous l'avez vu d'ailleurs, entre les patients et leurs familles. Il était normal de répondre présent à une clientèle fidèle que l'on sert depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la base et le but, puisque vous dites que vous travaillez même sur 4-5 ans, c'est quoi? C'est la protection, c'est d'offrir un parapluie formidable finalement pour protéger les données? Oui, Télis crée des réseaux et consomme de la donnée et produit de la donnée. Et le travail d'Actis, c'est de protéger ces données, de les conserver et de les restituer en excellent état et avec toute la sécurité nécessaire. Vous travaillez beaucoup avec les entreprises, mais pour nous, par exemple, le simple citoyen, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? C'est ouvrir un mail douteux. Dès qu'on a la moindre suspicion, finalement, on arrête tout? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est systématiquement emporter ce qu'on a au bureau chez soi, si chez soi on n'est pas en parfaite sécurité. Donc aujourd'hui, un déploiement fait par le directeur informatique d'un collaborateur chez lui va être fait en parfaite sécurité. Maintenant, si on décide soi-même de prendre son ordinateur portable à la maison et de se connecter à son bureau sans en avoir les autorisations, on va exposer l'entreprise effectivement à des situations bien plus compliquées. Sécurité à tout prix, on le sait, c'est l'enjeu. On sait que l'enjeu informatique est d'importance dans nos sociétés d'aujourd'hui. Merci à vous en tout cas d'avoir témoigné ce soir dans Monaco Info. Écoutez, c'était un plaisir. Mais je vous laisse repartir parce que vous avez un petit vélo électrique, donc c'est bien, vous le connectez, vous faites attention qu'on ne pirate pas vos coordonnées et vos données sur le vélo pour savoir combien vous avez roulé en rentrant à la maison, vous voyez ce que je veux dire? Je vais le faire, en plus c'est un vélo made in Monaco. Alors ça va. Thierry Leray, merci encore à vous, directeur général de Télis, invité ce soir de Monaco Info. Merci encore. Et comme tous les soirs, vos images, vos ressentis cette fois sur le réseau Malizia. Continuez à nous envoyer vos photos, vos vidéos, même masquées. Et une question, tiens, aujourd'hui, on est le 18 mai, vous vous souvenez de votre nuit passée il y a 3 ans, entre le 17 et le 18? Que faisiez-vous à Monaco? Peut-être la fête, qui sait? Oui, souvenez-vous, il y a 3 ans, Monaco était champion de France de football. Avec nous, un des supporters qui était présent et qui est toujours avec l'AS Monaco aujourd'hui, c'est Julien. Bonsoir à vous, Julien. Oui, bonsoir. Ça, c'est un beau souvenir. Magnifique, incroyable souvenir. On attendait ça depuis tellement longtemps. On a une fête exceptionnelle. Et puis une sacrée équipe incroyable. Incroyable, avec des joueurs formidables. Des joueurs formidables. Falcao, Mbappé, Lemar, Silva, Fabinho, c'était magnifique. Kylian Mbappé, qui, on s'en souvient peut-être pas, mais avait commencé finalement sa carrière professionnelle au plus haut niveau. Simplement, au mois de janvier, il avait été réservé par Leonardo Jardim à l'époque. Tout à fait, il avait fait que quelques apparitions en début de championnat. On ne le considérait pas du tout comme un titulaire au club et du coup, il a fait une percée exceptionnelle, notamment en Ligue des Champions. Ouais, en Ligue des Champions. Après, on n'oublie pas les autres joueurs. Vous avez dit Falcao, qui sont de talent qu'on connaissait tous, et un Bernardo Silva qui est monté en puissance, quoi, qui était assez extraordinaire aussi. Falcao qui avait retrouvé ses jambes de 20 ans et son instinct de buteur, et Silva qui a complètement explosé cette année-là, qui était il était au-dessus, il portait l'équipe. Que reste-t-il 3 ans après, pour vous? Que des images, des émotions? Beaucoup d'images, beaucoup d'émotions, de nostalgie. C'est vrai que ça a beaucoup changé, malheureusement. Les résultats n'ont pas suivi derrière. Après, quelques choix politiques du club ou de joueurs. Après, ça, malheureusement, ce sont les aléas du football. Mais c'est vrai que on est nostalgique quand on revoit les images. Est-ce qu'on peut présager un peu de l'avenir et de se dire avec, par exemple, un joueur comme Ben Yedder qui est en feu, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut retrouver très très vite ce goût de la Ligue des Champions? J'espère que Ben Yedder va rester. C'est un joueur formidable. Il a été incroyable pour sa première saison, pas d'adaptation ni rien.
Il était vraiment magnifique sur le terrain, puis même dans la vie de tous les jours, un super gars. Si on peut le conserver et conserver quelques joueurs à côté en se renforçant un petit peu en défense, je pense qu'on peut faire une belle saison l'année prochaine. Le chantier, c'est toujours la défense, on est bien d'accord, hein. Ouais, derrière, faudrait. On a une des meilleures attaques. Maintenant, si la défense suit, on peut faire de très belles choses l'année prochaine. Bon, question existentielle pour conclure cet entretien. De champion, il y a 3 ans, on était champion. On va redevenir champion très rapidement, c'est sûr, on va faire une grande saison. Évidemment. Est-ce que le foot, aujourd'hui, vous manque? Complètement. Ouais. C'est un sevrage difficile. Parce que tant bien même, normalement, il y a une trêve, soit en hiver, soit en été, un peu plus longue. Mais on sait toujours qu'il y a le football derrière qui va revenir assez rapidement, des matchs amicaux, des choses comme ça. Là, on ne sait pas. On nous parle de peut-être au mois d'août ou septembre. Ça fait encore 2-3 mois à attendre. Et du coup, ça commence à faire long. Ça va faire 6 mois sans football. Ça t'est jamais arrivé. C'est long. Et en plus, jouer à huis clos, hein, comme en Bundesliga, c'est pas le football que l'on aime, on est d'accord aussi. On est bien d'accord. J'ai regardé un petit peu les images justement de cette journée de championnat allemande. Il manque quelque chose. On est d'accord et on va terminer tous les deux avec la même expression, on va se dire Dage Munegu pour la saison prochaine. Dage Munegu. Et pour être complet, voici votre info pratique ce soir. Sandrine. Information chez nos voisins, nous vous en parlions, eh bien ça y est, avec le soleil en plus. Lundi matin, la plage marquée a ouvert du côté de Cap d'Aille. La Mala, elle, reste fermée pour le moment. À Roquebrune, Cap-Martin, réouverture partielle des plages situées entre le Victoria et le Giratoire Joséphine Baker. L'accès est autorisé tous les jours entre 9h et 19h. Entrée uniquement par groupe de 10 personnes maximum avec respect obligatoire des distances sociales. Position statique interdite, baignade non surveillée, autorisés dans des zones délimitées. Et du côté de l'Italie, Sandrine? Et oui, impossible pour nous de parler des voisins français sans parler des voisins italiens. Le déconfinement chez eux entrait dans sa phase 2 ce lundi 18 mai, avec reprise des messes et réouverture des commerces, cafés et terrasses. On y va demain matin, bien sûr, hein, Sandrine. Info bancaire pour terminer. Effectivement, car je vais vous parler du Crédit du Nord et de la Société marseillaise de crédit qui sont présents depuis plus de 100 ans à Monaco. Eh bien, sachez qu'ils deviennent ensemble la Société de banque Monaco, une jeune banque donc héritière de 2 centenaires en principauté. Important, la météo à venir pour les prochaines heures, Sandrine. Des prévisions bien clémentes, puisque le soleil brillera une grande partie de la journée, avant quelques nuages dans l'après-midi. Température agréable de 18 à 22 degrés. Demain, Christophe, les Yves seront à l'honneur. À demain. Merci Sandrine et merci à toutes nos équipes qui font, vous le savez, chaque soir leur maximum. Comme vous d'ailleurs pour nous tenir informés, et ce depuis, on le disait, 2 mois maintenant. Et comme le veut la tradition, on va terminer votre journal ce soir avec un tour d'horizon des réseaux sociaux all over the world, partout dans le monde. Bonne fin de soirée et à demain, 19h sur Monaco Info bien sûr.